faut pas avoir peur d'échouer. L'échec, c'est une réussite. C'est vraiment intéressant de dire, oh, le gars, il a fait, il a échoué, mais il a osé. Mais en réalité, tu ne vas jamais réussir si tu n'as pas osé. Bonjour chers entrepreneurs, ce matin nous sommes avec M. Nangui Jacob, directeur général de l'entreprise Agrim SRL. Bonjour M. Nangui. Bonjour M. Mouba. Oui, c'est un plaisir de vous retrouver. Quel plaisir aussi. Je dirais un double plaisir. D'abord en tant qu'entrepreneur, puisque c'est la passion qui nous unit, mais également tous deux ingénieurs agronomes. C'est ça. Pour parler d'une passion qui nous intéresse, qui est celle de l'agroalimentaire. C'est ça. Comment est-ce qu'après tant d'années qu'ils nous ont mis à nous former, comment est-ce que nous pouvons contribuer à pouvoir avoir en Côte d'Ivoire un secteur agroalimentaire plus compétitif? C'est ça. Je pense que vous avez choisi la voie à la suite de votre formation, continuer à enseigner, mais également de travailler dans ce secteur-là. C'est ça. Donc, peut-être en introduction, on va peut-être vous demander de vous présenter. Et puis, d'où vient cette passion pour l'agriculture? Alors, bonjour à tous. Merci à M. Bomba. C'était un réel plaisir d'avoir cette opportunité de pouvoir parler un peu de ce qu'on fait. Certainement, ça devrait pouvoir aider aussi à d'autres personnes à s'y lancer, à tenir bon dans le processus de l'entrepreneuriat. Alors, comme vous l'avez dit, je suis Nangui Jacob. Je suis un ingénieur agronome, donc j'ai été formé à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Et donc, 2 ans après mon diplôme, j'ai été appelé à l'Institut en tant qu'enseignant-chercheur. Et depuis lors, justement, je fais des enseignements, mais aussi et surtout, je fais de la recherche et beaucoup d'accompagnement dans le monde agricole. C'est dans cet élan d'accompagnement des acteurs du monde agricole que je me suis retrouvé justement en train de développer cette entreprise-là qui est Agrim SRL, qui s'investit dans l'agroalimentaire et en particulier dans la transformation du riz local. Donc vous avez choisi un secteur qui est assez important, qui est celui de l'agroalimentaire. Oui. Je dis, lors du dernier événement ministériel, le chef de l'État même a créé un département dédié à la production vivrière. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que notre agriculture s'est beaucoup développée, mais surtout sur les cultures des rentes. Donc, lorsqu'on voit un peu tout l'investissement, en tout cas toutes les devises qui sont consacrées à l'achat ou à l'importation de riz, on se dit que ce n'est peut-être pas normal puisque on est un pays où, en tout cas, les conditions semblent réunies pour qu'on ait, je veux dire, suffisamment de riz pour toute la population ivoirienne, et c'est le principal maître des Ivoiriens. C'est ça. Donc vous avez choisi ce secteur-là. Donc, si on veut suivre un peu votre parcours, vous commencez en quelle année? Et puis, lorsque vous conceptualisez le projet, que vous commencez le démarrage du projet, quelles sont les premières difficultés qui apparaissent rapidement? Vous n'avez pas de conceptualisation du projet, mais je ne dirais pas conceptualisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était dans un élan d'accompagnement. J'ai été coordonnateur de projet, j'ai participé à quelques projets, aussi bien dans la recherche que dans le développement. Et en fin 2017, alors que je finissais d'assurer un projet international, dont j'étais le coordonnateur au niveau national en Côte d'Ivoire, basé d'ailleurs à Soubré, quand j'ai fini, il y avait une petite soif. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le monde agricole, le monde paysan, le monde rural a besoin d'accompagnement. Et ce n'est pas un accompagnement ponctuel pour un projet de 1, 2 ou 3 ans, mais ça doit être un accompagnement continu. Donc à la fin de ce projet, étant donné que ma base est Yamoussoukro, l'idée c'était d'apporter sa contribution. Qu'importe la filière, mais c'est de continuer à accompagner les producteurs. C'est dans cette idée qu'on a pu créer une coopérative. Donc tout a démarré avec une coopérative. Okay. Et la coopérative, en la créant, c'était dans l'esprit des services, donc d'accompagnement. Et très rapidement, après quelques investigations, j'en viens à me rendre compte qu'à Yamoussoukro, justement, il y a un véritable potentiel pour le riz local. Et ce potentiel-là, c'est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la qualité du riz, des variétés de l'époque, parce qu'il y a de très bonnes variétés. Je vous parle de 2017-2018, mais que beaucoup de personnes ignorent. Donc, on a des variétés longs grains, parfumées, qui sont vraiment intéressantes à la consommation. Et donc, il faut qu'on découvre cela. Et voyons aussi la réalité, les besoins des producteurs. Il était bon aussi de pouvoir les appuyer. Ça, c'est le premier volet. L'autre volet, c'est qu'effectivement, le riz local est connu par certaines personnes. Lorsque je présentais les premiers échantillons du riz, il y a une dame qui m'a approché. Elle dit, mon fils, tu n'es certainement pas le premier à nous proposer le riz. Mais la difficulté, c'est, est-ce que tu seras capable de nous fournir le riz? Ça, je vous parle de janvier 2018. À partir de ce moment, j'ai promis à cette dame
qu'elle ne va jamais manquer de riz. Et depuis, vous pouvez m'aider à faire le calcul, au moins cette année, c'est vraiment ce qu'elle consomme et elle n'a pas d'autres fournisseurs que moi. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé dans la production de riz local. Voilà un peu comment c'est arrivé. Effectivement, dans le processus, il y a aussi de la conceptualisation, d'autant plus qu'il faut prévoir, il faut analyser, voilà. Donc on s'est lancé. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on fait jeter directement à l'eau. Et c'est étant dans l'eau qu'on se débattait pour pouvoir comprendre et avancer. Et donc c'est vraiment une activité, un projet qu'on a fait vraiment avec la réalité du terrain. D'accord. Voilà. Ok, un des défis qu'on a parfois pour nos entrepreneurs est que dans cette phase de démarrage, là, de création de démarrage, beaucoup d'entrepreneurs vont rester dans une phase informelle pour ne pas moderniser. Bien sûr que pour vous, vous avez l'avantage, bien sûr, d'être quelqu'un qui a suivi un circuit académique assez solide. Et donc aujourd'hui, au niveau du démarrage, lorsque vous décidez de vous démarrer, ce que j'ai cru lire dans votre biographie, c'est bien sûr que vous avez été accompagné par le CPC, vous avez eu différents types d'accompagnement. Donc comment cela a-t-il fonctionné? La création de votre entreprise, la mise en place de cet environnement, l'acquisition de l'espace source-là, comment ça fonctionne? Est-ce que ça a des fonds propres? Ça a de l'aide de parents? Comment cela marche? Quand on demande tel projet, au départ, c'est quelque chose que les gens ne maîtrisent pas. Même quand tu vas t'approcher des banques, c'est difficile parce que c'est des activités, le financement de telles activités au niveau bancaire, ce n'est pas évident. Les microfinances, quand même, courent des risques à ce niveau, quoique ça reste cher. Mais avec la conviction que nous avions, il fallait vraiment oser. Donc nous sommes approchés d'une microfinance qui a voulu nous accompagner. Mais avant cela, il a fallu que nous mettions des fonds propres à disposition. Et aussi avec des amis qui croient en nous, qui ont confiance et qui espèrent justement. Parce que derrière tout ça, on parle de business parce que c'est le format par lequel l'activité peut être pérenne. Mais en réalité, business certes, mais derrière une véritable conviction. Et vous avez dit dans vos propos qu'on a un véritable potentiel. Et nous autres, quand on s'assoit et qu'on réfléchit, quand on rencontre les producteurs, quand on échange avec eux pour les encourager, finalement, qu'est-ce qu'on présente comme modèle pour qu'ils soient aussi prêts à nous écouter? Donc pour moi, il n'est pas question de juste venir parler, mais d'intervenir dedans, de souffrir avec eux et de montrer justement que c'est possible. C'est comme ça que nous avons démarré. Et en commençant, comme je vous ai dit au niveau de la coopérative, c'est bien constitué, tout et tout. Donc, pendant qu'on se débat, mais en même temps, on travaille dans la formalisation de tout ce que nous faisons. Voilà, c'est comme ça qu'après quelques années, parce qu'à Grim, c'est le résultat donc, des efforts que nous avons faits, puisque quand nos possibilités de collaboration avec les producteurs nécessaires de s'accroître, il devenait de plus en plus important pour nous de mettre en place une unité de transformation pour permettre donc une meilleure valorisation du produit que nous sortions dans les plantations, enfin dans les champs de riz. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés en 2022 à cette entité que vous voyez. La précision que je vais faire, je suis certes promoteur, mais je ne suis pas DG. Voilà. C'est vrai que la conception, les opérations, je suis vraiment très très impliqué parce que c'est un processus, donc, mais je ne suis pas DG. Voilà. La gestion quotidienne est déléguée à un autre expert. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Donc quand on parle de chaîne de valeur de ce type-là, c'est que en général le défi qu'on a parfois, vous êtes installé au niveau de la transformation par exemple, mais en amont et en aval de votre positionnement, il y a des acteurs. Donc comment fonctionne la collaboration avec les acteurs en aval? Par exemple, il vous faut de l'approvisionnement. Et puis lorsqu'on a fini d'installer toute l'infrastructure, est-ce qu'on est certain qu'on aura les matières premières? Parce que c'est l'une des difficultés de nos agro-industries. Absolument. C'est qu'au niveau de la production, on n'a pas une production qui est beaucoup modernisée parfois, surtout au niveau des productions vivrières. C'est ça. Donc quand on a fini de faire l'investissement maintenant et qu'on a des charges fixes à supporter, l'amortissement, tout cela, comment est-ce qu'on procède ou quelles sont les stratégies desquelles on use pour pouvoir à la limite moderniser ou en tout cas organiser un peu les chaînes d'approvisionnement? Ok. En tout cas, merci. Et comme je l'ai dit, en fait, nous, on a commencé d'abord au niveau à l'amont, donc par l'accompagnement des producteurs. Quand on démarrait la coopérative en janvier 2018, j'ai pris attache avec 6 producteurs pour voir comment est-ce que ça peut se passer, comment est-ce qu'on peut évoluer. Je vous assure qu'à la fin de cette première année-là, je me suis retrouvé avec 28 producteurs. Et en 2019, on allait au-delà de Yamoussoukro avec des villages de Tibissou. Et aujourd'hui, on travaille vraiment dans le district, de Yamoussoukro. Mais on est au-delà du district. On a aussi de la collaboration dans le nord et même
après Dimboko et autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Voilà. Ça veut dire simplement que nous, on travaille en fonction des difficultés. On travaille progressivement. Donc, c'est des marches d'escalier. On va vraiment à notre rythme. Donc, déjà, avant de penser à l'usine, en fait, c'est parce que notre capacité de production de matières premières était en train de s'accroître. Du coup, pour mieux gérer notre matière première, que de mettre le paddy dans des moulins et qu'on n'a pas toujours la chance que le riz soit bien conservé, la matière première soit bien conservée, tout et tout. Donc, il s'est imposé à nous de pouvoir mettre en place au moins un entrepôt, mais mieux un entrepôt avec une chaîne de transformation. C'est comme ça qu'on a fini par mettre en place cette chaîne de transformation. Et donc, cette chaîne, comme je vous l'ai dit, c'est une entité à part qui n'a rien à voir avec la production. Donc, c'est Agrim SRL, donc chargé de la transformation et de la vente. Mais pour qu'on en arrive, c'est qu'au fur et à mesure que nos productions augmentaient, il fallait aussi avoir cette aptitude, cette capacité de développer au niveau du marché. Donc, on travaille à la fois en amont et en aval. Donc, on met en place des systèmes qui sont interconnectés, mais autonomes. Donc, il y a la coopérative qui fait la production. Il y a aujourd'hui cette entité qui fait la transformation. Mais on a aussi des collaborateurs, du point de vue de la commercialisation. Voilà. Et donc, ça fait plus de 5-6 ans. C'est-à-dire qu'un peu plus d'un an après le démarrage de nos activités, il y a des dames, des personnes, des distributeurs avec qui on a commencé à collaborer. Et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, on continue de collaborer. Et ces personnes aussi, à l'instar de l'évolution de nos chiffres, eux aussi, ils évoluent. Donc c'était un processus comme ça. En aval, les circuits de distribution sont déjà établis. Les circuits de distribution sont établis. Et je peux vous assurer que ce n'est pas la partie la plus difficile quand on parle de riz local. Vous me posez certainement la question, peut-être que j'anticipe. C'est qu'en réalité, nous, pour le moment, on ne fait pas trop de publicité par rapport à la commercialisation. Parce que ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Tu commences à faire tout le tapage et quand les gens te sollicitent, en fait, à un moment donné, à un instant, tu peux satisfaire beaucoup de gens et puis à un moment donné, tu ne satisfais personne. Donc, on travaille de sorte à pouvoir, sur toute l'année, satisfaire les personnes avec qui on a pris l'engagement. Et heureusement, depuis qu'on a commencé, même quand c'est conseillé qu'on peut faire des petits retards en termes de délai de livraison, mais on finit toujours par assurer nos engagements. Voilà. Donc si on a de nouveaux partenaires, c'est eu égard à notre potentiel de production que nous ouvrons au marché. Donc aujourd'hui, sur toute l'année, sur les 12 mois de l'année, vous avez l'activité en continu? 12 mois sur 12, nous avons de l'activité en continu. Ça, je peux vous l'assurer. Voilà. Mais ce qu'on essaie de comprendre aussi lorsque on voit le niveau de ressources, en tout cas le besoin du marché en termes de production de riz, on se pose la question, au-delà de Agrim SRL que vous connaissez bien, quel est votre diagnostic de la situation? Qu'est-ce qui explique qu'au niveau de la production de riz, par exemple, on n'arrive pas à grimper davantage? Vraiment, cette question-là, je peux vous dire, c'est vraiment un sujet de dissertation de thèse. Si on veut répondre à cette question, on peut même commencer à écrire un doctorat, quoi. Ouais. Mais je vais essayer à ma manière de synthétiser un peu. Sûr. Les programmes sont à tous les niveaux. Tout le monde est responsable, tout le monde est fautif et tout le monde a raison. Je m'explique. Quand on démarrait l'activité, on avait des producteurs à notre niveau et rapidement, par écho, de bouche à oreille, des producteurs découvrent que nous existons et ils s'approchent de nous. Et nous, on prend l'engagement de les suivre, de travailler avec eux. Mais vous allez voir que, en termes de respect d'engagement, beaucoup de producteurs ne sont pas à la hauteur. Vous pouvez leur donner tout l'accompagnement nécessaire, mais au moment de rétribuer en riz pour pouvoir justement acheter, vous allez voir qu'il faut un peu la ruse. Il y a une partie qui va vous apporter, une partie qui va à l'autre côté. Quand vous avez la chance, sur le marché noir. Voilà, sur le marché noir. Et dans certaines circonstances, vous vous retrouvez avec des situations de déficit. Donc ça, c'est la première réalité. Okay. Et donc, quand on est conscient de cela, effectivement, on se dit, est-ce que ça vaut la peine de s'engager? Nous autres, du point de vue de notre conviction d'ingénieur agronome, si on recule, si on ne s'engage pas malgré, je me demande, est-ce que ça vaudra la peine? Est-ce que nous, on doit quitter la Côte d'Ivoire pour aller ailleurs pour mener nos compétences, notre vouloir? Parce que en plus de la compétence, c'est le vouloir de s'engager. Est-ce que ça vaut la peine? Donc je dis, écoute, on reste au pays et on se débat. Certainement viendra le jour où on aura bon écho, les gens auront bon écho de ce que nous faisons et ça va venir.
Donc ça, c'est le premier niveau de difficulté. L'autre niveau de difficulté, c'est en ce qui concerne la mécanisation. Quoi qu'il en soit, si on veut arriver à des grandes productions, on n'a pas le choix. On doit faire de la mécanisation. Pour le peu que je vois de notre pays, on a le potentiel artisanal pour mécaniser notre agriculture. Après, il faut l'accompagnement aussi. Ça, c'est d'autres questions, mais ça reste une réalité. Et on peut importer du matériel, on en importe d'ailleurs, mais ça reste beaucoup cher. Donc, la question de mécanisation, la question de l'appui constant. Au niveau des structures étatiques, les structures font ce qu'elles peuvent. Mais je pense et je souhaite qu'au niveau étatique ou gouvernemental, il faut que nos États, nos gouvernements soient aussi entrepreneurs comme nous. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas simplement un petit processus d'accompagnement ponctuel ou bien des schémas un peu, vous voulez dire, classiques de fourniture d'intrants. On a donné des intrants aux producteurs ou bien on a donné ceci ou cela. Ça ne suffit pas. Autrement, nous, on se serait contenté aussi en tant que chercheur de venir donner quelques conseils et puis partir. Mais non, c'est un processus qui doit être continu. Un engagement beaucoup plus continu. Donc, ce n'est pas forcément en termes d'argent. Parce que nous, ce que nous faisons, on n'attend pas de l'argent gratuit. On a besoin que l'État nous fasse confiance et qu'il soit capable d'identifier quelques petits champions. Permettez-moi d'oser le dire. Hein, parce que quand je regarde le niveau d'engagement, l'énergie, les ressources qu'on a engagées dans ce processus, excusez-moi, mais il faut quand même souvent aussi pouvoir se satisfaire de ces efforts. Donc je permets de me dire que je suis un petit champion. Donc si l'État arrive à identifier des petits champions à qui il peut vraiment avoir confiance et d'accompagner sur une période de 3, 4, 5, 6 ans ou bien un peu plus, vous verrez certainement qu'on pourra arriver à bout donc, de problèmes donc, de la production de riz local. Donc il y a plus de défis, mais il faut des gens qui soient capables de traverser ces défis-là, de réfléchir chaque jour et de trouver des alternatives. Voilà. Donc l'une des questions, c'est la question financière. Je l'aborde peut-être en dernier ressort parce que quand tu as les ressources, ça ne t'empêchera pas d'avoir des difficultés. Et donc après avoir des difficultés, qu'est-ce que tu fais? Tu recules. C'est pour ça que la question financière vient en dernier ressort. Donc une fois qu'après tout, tes capacités sont avérées, tes compétences, ta volonté, ton abnégation, tout ça c'est avéré et que tu as les ressources, mais évidemment je pense qu'on peut y arriver. Et moi j'ai foi. Et moi je suis engagé parce qu'au-delà, mon rêve aussi, c'est de faire en sorte quand même qu'on puisse contribuer à l'emploi. Même si c'est une personne, 2 ou 3 personnes, on peut aussi dire qu'effectivement, j'ai contribué à la création d'emplois dans le pays. D'accord. Voilà. Okay. On reviendra tout à l'heure à la question de la création d'emplois qui est essentielle pour un pays qui a une population si jeune. C'est ça. Comme la Côte d'Ivoire. Mais déjà, vous avez parlé de modernisation de l'agriculture et puis bien sûr de l'accès à la technologie. C'est ça. Donc tout à l'heure, lorsque nous avons visité votre site, on a découvert l'infrastructure qui a été installée. Oui. Est-ce qu'autour de cela, on peut échanger un peu pour voir peut-être la démarche de sélection de cet équipement, la mobilisation de toutes les ressources, comment est-ce que vous avez procédé? D'abord pour le choix de la machine. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de machines en fonction des capacités de production. Donc tu prends une machine qui a une petite capacité de production, moins de 1 tonne, 500 kg par là. À un moment donné, tu es débordé, tu ne sais pas vraiment satisfaire la transformation. Tu vas prendre une machine qui est capable de te décortiquer 5 tonnes à l'heure. À un moment donné, tu te trouves avec un manque de matières premières. Donc entre ces deux, il faut trouver le juste milieu. Donc sur le marché, ce qui s'offre à nous, cette machine, vous la verrez dans plusieurs unités de transformation. Donc on appelle, c'est le 15-20. Donc voilà, donc c'est un équipement qui contient donc tout le nécessaire pour passer donc du décortiquage au blanchiment. Et tant qu'on est capable de bien régler la machine, vous avez vu avec moi du riz qui est sorti donc de la machine sans qu'on ait besoin de faire. Donc c'est comme ça qu'on a porté notre choix sur cette machine-là qui a les caractéristiques qui correspondent non seulement à notre niveau de besoins et aussi aux possibilités que nous avons. En ce qui concerne les ressources, comme je vous l'ai dit, il faut d'abord être fou pour le faire. Et quand il y a des gens qui te font confiance et qui se rendent compte que tu es vraiment fou, il y en a qui osent être fous avec toi. C'est comme ça qu'avec l'appui de 2 amis, voilà, donc on a pu justement acquérir cet équipement et monter un peu tout ce que vous avez vu comme bâtiment. D'accord, mais on dira que cela fait 7 ans maintenant que vous êtes sur le terrain, en opération. Et bien entendu, au démarrage de ce type d'activité, les banques sont hésitantes. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la question de l'accès au financement pour votre entreprise, comment vous le vivez? Comment vous l'avez vu? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, avec les réalisations que vous avez, les acquis, tout cela, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des banquiers qui ont décidé de vous accompagner ou bien ils sont toujours frileux, comme on le dit? Déjà,
je vais dire, entre griffes comme ça, de manière informelle, on travaille avec des structures de microfinance. Voilà. Donc, si au moins 4 à 5 années, on a été capable de faire face à nos engagements. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel. Quant à monter vers les banques, ça va certainement arriver. Mais qu'on ait fait un peu les exigences des banques, on a encore quelques petits efforts à faire. Parce que la banque te dira, nous, on veut une bonne traçabilité par rapport à toutes les opérations. Mais en fait, notre activité elle est formelle. Mais en ce qui concerne la commercialisation et autres, il y a beaucoup d'aspects qui restent informels parce que les gens te font des paiements par Orange Money ou bien des paiements directs. Donc ça ne passe pas toujours par les circuits bancaires. Si on arrive à développer les rapports avec les supermarchés et autres, c'est des choses, on a déjà des gens qui nous contactent. Hein. Mais ça demande aussi de maîtriser effectivement un certain nombre de choses, de paramètres. C'est pour ça que nous, pour le moment, on attend. Mais fort heureusement, nous sommes éligibles dans le cadre d'un financement du projet 2PAI. Voilà, permettez-moi d'aborder en même temps cet élément. Dans le cadre du projet 2PAI, nous sommes éligibles. Donc on continue d'attendre le financement. Je pense que nous avons fourni toute la documentation nécessaire. Et une fois que ce financement-là arrive, je peux vous assurer que tout va être lancé. J'ai même demandé à la banque en question, j'ai dit heureusement, comme c'est l'État même qui se porte garant, bon, il faut aussi oser, quoi. Parce que si vous n'osez pas, mais on ne va jamais y arriver. Parce que ce que vous espérez comme condition, il faut votre appui pour qu'on puisse y arriver. C'est comme tu finis ton diplôme, tout le monde veut te donner un emploi, mais on te dit 10 ans d'expérience. Mais les 10 ans d'expérience, tu les acquiers où et comment? Voici un peu la situation ambiguë dans laquelle on se retrouve. Donc, après échange, ils vont certainement analyser. Et on espère que le fonds, je trouve que c'est un fonds qui est relativement intéressant. Et c'est surtout les conditions. Voilà, ce sont des conditions de prêt qui vont nous permettre de travailler avec beaucoup plus de sérénité et d'engager définitivement. À partir de ce moment, nous, on sera capable, même si ce n'est pas des paiements par des chèques ou des virements, nous, on sera capable de faire des versements. Parce que je dis, regarde, mais attends, vous nous demandez de venir faire des versements, alors que l'argent qu'on va verser aujourd'hui, demain, on va le récupérer. Parce qu'aussitôt qu'on vend, aussitôt on envoie dans la production ou bien pour régler les différents problèmes avec les fournisseurs et les fournisseurs de matières premières, etc. Donc tant qu'on n'a pas un fonds de roulement conséquent, il sera difficile pour nous de venir faire des versements. Voici un peu la situation dans laquelle on se trouve. Mais je pense qu'on va certainement y arriver. Au niveau en tout cas, des entreprises, des PME, beaucoup d'entrepreneurs hésitent à se lancer parce qu'il y a beaucoup de craintes par rapport à la relation avec l'État, notamment tout ce qui peut concerner le système des impôts, la CNPS, tout cela, mais aussi des programmes d'accompagnement de l'État qui existent. Aujourd'hui, comment fonctionnent vos relations avec l'État et ses démembrements, le soutien que vous recevez de la part de ces structures-là? Et puis, quelle est votre compréhension? C'est l'égoïsme. Et souvent la gourmandise qui fait que les gens ne se lancent pas. Qu'est-ce que je veux dire? Payer des impôts, c'est vrai que souvent c'est un peu lourd. Ce n'est pas tant l'impôt qui est le problème, souvent, mais c'est souvent la manière dont les agents des impôts procèdent. C'est ce qui, moi, je trouve qui n'est pas toujours intéressant. Parce qu'un entrepreneur peut avoir des difficultés. Quand en ce moment les impôts viennent et que vous sommes de payer des montants, vous n'avez pas toujours, et vous n'êtes pas forcément de la mauvaise foi. Donc si on vous dit que leur rôle, c'est juste de venir en percevoir que vous êtes en difficulté et qu'ils ne peuvent pas vous trouver des moyens de souplesse, parce que ça arrive, je sais de quoi je parle, donc c'est là que les choses deviennent difficiles. Sinon, si on a un processus de compréhension mutuelle, l'État vit comment? L'État vit des impôts, des taxes. Donc nous, c'est notre fierté justement de contribuer. Parce que quand par mes efforts, j'ai généré 100 francs et que l'État me prend 5 francs ou 10 francs ou 15 francs, moi je ne trouve aucun problème. Je ne trouve aucun problème, absolument. Voilà, c'est pour ça aussi justement que de temps en temps, nous aussi, on a besoin que l'État puisse nous accompagner pour que nous aussi, on soit aussi, voilà. En termes d'accompagnement conseil, par exemple, puisque aujourd'hui vous êtes dans le cadre du projet 2PAI Bélier, oui. En quoi consiste cet accompagnement? Nos relations avec le 2PAI sont entremêlées aussi avec nos relations avec Côte d'Ivoire PME. Voilà. Dans le processus donc, de financement, Côte d'Ivoire PME a joué un grand rôle, notamment avec l'accompagnement pour le montage des business plans tout et tout. Donc c'est sous le couvert donc, de Côte d'Ivoire PME. À côté de cela, notre gérant ici a bénéficié de beaucoup de formations. Ce n'est même pas qu'il a bénéficié, mais il continue de bénéficier de formations et d'accompagnement sur des notions de suivi des entreprises, tout et tout. Donc déjà, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Cette formation déjà a un grand intérêt
c'est celui de développer le sens de la responsabilité chez l'entrepreneur et ses collaborateurs. Donc ça, je crois que Côte d'Ivoire PME le fait si bien. Donc je vais profiter de l'occasion pour dire encore merci au directeur général que vous êtes pour cet accompagnement-là. Avec le DPAI, nous avons fait bénéficier d'appui d'un point de vue des intrants, dans un système revolving. Donc on nous fournit les intrants, nous en tant qu'usiniers. Donc on les met à disposition des producteurs. Et quand au moment de prendre le riz, on fait une déduction pour reconstituer le fonds. Voilà. Donc c'est dans ce processus que finalement, avec tout ce que nous avons comme documentation, tout ce que nous pouvons voir que le DPAI justement a bien voulu du moins nous sélectionner comme bénéficiaires pour ce financement-là, qui j'espère ne tardera pas à venir. Aujourd'hui, en termes de perspective, si vous deviez projeter vos entreprises dans les 3 prochaines années et qu'on devait repasser ici, qu'est-ce qu'on verrait? Nous sommes sur une parcelle officielle avec tous les droits que nous avons. Donc, ici, il y a cette parcelle de 600 mètres carrés sur laquelle nous avons bâti. Il y a encore 2 parcelles derrière. Quand vous viendrez, vous verrez certainement que nous ferons une ouverture et vous voyez qu'il y aura une extension. Vous aurez triplé déjà l'espace d'installation. En tout cas, nous, on n'a pas de limite. Nous, on avance tant qu'on peut avancer. On n'a pas de limite supérieure parce que le besoin, il est énorme. Voilà. Tant qu'on a l'opportunité, tant qu'on a les possibilités, on continuera d'avancer. Donc ça, c'est déjà un premier élément. D'ici 2 ou 3 ans, le personnel aussi va augmenter. Je suis content de vous annoncer que déjà, avec ce personnel de 5 employés, nous avons déjà 2 qui sont déclarés à la CNPS. Voilà. Et donc, quand vous viendrez, ce nombre va certainement augmenter. Voilà. L'idée pour nous, c'est de vraiment développer de l'emploi stable. Est-ce que votre objectif, c'est toujours de rester dans le riz ou est-ce qu'il y a des perspectives de diversification? En tant qu'agronome, les besoins sont énormes. Parce que la réalité que nous vivons dans le riz, il y a aussi d'autres réalités, d'autres besoins. Donc, une fois qu'on se sent suffisamment stable dans le riz, il y a certainement d'autres filières qu'on va aborder. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tantôt que je suis agroécologiste. Et donc, dans ce sens-là, nous, on ne conçoit pas l'agriculture avec une seule culture. Donc, on peut se mettre dans un modèle filière, mais c'est un modèle filière, mais avec d'autres cultures aussi. Voilà. Il y a déjà des tentatives sur d'autres cultures, notamment le maïs, dans les cultures maraîchères, etc., etc. Par exemple, un de mes rêves est au niveau de Yamoussoukro, parce que l'agriculture urbaine est beaucoup développée, notamment avec les cultures maraîchères. Comment arriver à mettre un dispositif à produire des cultures maraîchères bonnes à consommer, crues, et qui permettent aussi justement de continuer d'accroître la production. C'est autant de défis. Voilà. Moi, je suis basé à Yamoussoukro et je mets mes premiers efforts sur Yamoussoukro. Monsieur Nanki, vous êtes, je dirais, un entrepreneur engagé. Déjà, en tant que professionnel qui continue d'enseigner à l'INP, oui, mais qui aussi se dédie à l'entrepreneuriat. C'est ça. On a, je veux dire, chez certains Ivoiriens, cette volonté de vouloir entreprendre, mais peut-être qu'ils continuent d'hésiter pour 1001 raisons. Vous avez décidé de vous engager, aujourd'hui vous tirez les fruits de cet engagement. À ceux qui hésitent encore, s'il faut se lancer ou pas, quel est le message que vous pouvez leur envoyer? Ok. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire un peu sourire. J'ai la chance et l'honneur d'être du même village que le PDG Diagou Kakoujan de NCA Assurance et Banque. Qui est un modèle. Qui est un modèle. C'est plus à démontrer, c'est une évidence. Si vous l'approchez, je ne suis pas sûr qu'au départ, il a pensé qu'il allait rapidement s'étendre vers l'Afrique ou bien au-delà de l'Afrique. Je pense qu'il avait envie de faire valoir ses compétences d'assureur. Et quand il a lancé son projet, toutefois qu'il a vu l'opportunité de s'ouvrir davantage, il l'a fait. Et c'est là où je vais en venir. Et si tu n'es pas fou, comme je veux le dire, tu ne peux jamais y arriver. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. L'échec, c'est une réussite. C'est vraiment intéressant de dire, oh, le gars, il a fait, il a échoué, mais il a osé. Mais en réalité, tu ne vas jamais réussir si tu n'as pas osé. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Les échecs, les difficultés, j'en ai connu. Mais il y a beaucoup de choses dont je ne vais probablement plus me souvenir parce que ce qui est devant et ce qui se fait actuellement est beaucoup plus intéressant. Donc, il faut oser. C'est vrai, l'État ne donne pas beaucoup d'accompagnement, tout. Mais on finit toujours par avoir l'opportunité de se faire accompagner. Donc, dans votre petit coin,
commencez, osez. Allez-y. Et puis un jour, certainement, vous aurez l'opportunité d'être accompagné. Donc, d'être accompagné. Et c'est avec cette conviction que nous continuons de travailler. Donc, il faut oser. Si tu n'es pas courageux, ce n'est pas la peine. Parce que tout le monde n'a pas forcément cette capacité de supporter la pression. J'ai eu la chance de mon parcours, je pense, voilà, après avoir fait une série C, il fallait travailler dur au lycée classique. J'ai fait les classes préparatoires. Et donc, tout ce parcours me montre clairement que j'ai du potentiel et que je suis capable de traverser le stress. Quand on sait qu'on a cette possibilité, tout ce qu'on dit après, ce n'est pas important. Il faut oser. Parce que tous les pays qui sont développés, il a fallu que des personnes osent. Donc, il faut oser, il faut aller. Il faut repousser chaque fois ses limites et certainement, on arrive au bout, toujours. Voilà un peu ce que je peux partager avec tous ceux qui ont la volonté d'entreprendre et qui hésitent. Il faut oser. Il faut oser. Donc, il faut avoir le courage de s'engager malgré les défis. Et même lorsqu'on commence, quand on est engagé, il y a les difficultés. Et donc, il faut tenir là-bas. Il faut tenir là-bas. Et puis, bien sûr, aussi, il faut avoir des références. C'est ça. Vous avez cité M. Jacques Diago, qui est une référence. Et que, bien sûr, lorsque vous voyez ces valeurs-là qui indiquent clairement que ces personnes aujourd'hui sont des modèles à suivre. Donc, tout cela permet d'avancer et permet de traverser toutes les difficultés qu'il y a. À l'entrée de votre usine, on a ces produits qui sont entreposés. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces produits qui sont là? Ok. En tout cas, merci. Ici, c'est du riz. Hein. C'est du riz sous deux formes. Mais avant d'en venir, il y a la question de variété. On va dire, oui, mais votre riz fait quelle variété? Est-ce que vous faites du riz d'anané? Donc, bon, les gens, c'est toujours le riz d'anané, le riz d'anané. Bon, ici, en fait, les riz que nous faisons sont essentiellement des riz parfumés long grain. Voilà. Donc, le paddy, c'est le riz qui est après la production, les opérations post-récolte, tout lorsque le riz est prêt à rentrer dans la machine. C'est ce que nous avons ici. Donc, c'est du paddy. Donc, c'est le paddy de la variété qu'on appelle le CY2. Donc, c'est un riz long grain parfumé. Donc, une fois qu'on a fini de le décortiquer, voilà. Donc, ici, vous avez le riz blanchi, voilà, sorti donc de. Voilà. Et, M. Bomba, quand vous voyez un tel riz, bon. Il est tout propre. Bien sûr. Voilà. Au-delà du riz, il y a bien d'autres produits pour lesquels il y a aussi bien des importations et des productions locales. Dans les deux s'entremêlent et que chacun finit par faire son choix. Je pense que les Ivoiriens raffolent quand même du riz local. Oui, bien sûr. Ouais. Quand on sait vraiment qu'il y a du riz local. Bien sûr. Voilà. Et je suis convaincu que les importateurs de riz, au moment où la production locale deviendra de plus en plus importante, ils sauront aussi trouver comment s'impliquer dans la production pour que leur activité continue de perdurer. Ce qu'on a aussi souvent, c'est au lieu de la compétitivité de notre riz local. Est-ce que lorsque vous voulez votre coût de production, comparé au riz importé? Moi, mon riz local, à quoi est-ce qu'on le compare? Est-ce qu'on devrait le comparer à du riz grande consommation de riz importé? Certainement pas. Il y a beaucoup de marques, mais quand moi je vais dans les supermarchés, les riz auxquels moi je veux comparer le mien, ils sont dans l'ordre de 4 500, 5 000 francs et au-delà. Voilà. Ici, vous avez des riz 5 kg à 3 500 francs. Donc, vous voyez visiblement que le riz local n'est pas cher. Parce que si on arrive à comparer objectivement deux produits en termes de qualité comparable, vous verrez que le riz local n'est pas plus cher que le riz importé. Ça, c'est de 1. De 2, effectivement, on peut encore améliorer le coût de production. Mais ailleurs, le riz importé dont on parle, c'est des riz qui sont subventionnés, qui font l'objet d'accompagnement. Donc, c'est bon prix. Voilà. Mais nous, on est accompagnés, certes, mais il y a trop de difficultés. Pas le même niveau de subvention. Ce n'est pas le même niveau de subvention, de telle sorte que les coûts de production ne peuvent qu'être élevés. Et si les coûts de production sont élevés, ce n'est pas la faute du producteur, ce n'est pas la faute du consommateur. Voilà, le prix du riz, il tient compte donc de tout ce qui a été mis comme investissement. Si aujourd'hui on est capable, par des appuis, de produire du riz, de venir avec un produit final, par exemple, de 400 francs, ça ne nous gêne pas de voir à 500. Mais si tu finis de faire ta production et que ton coût de production se trouve à 550, 600 francs, à combien est-ce que tu le vends? Voici la réalité. Voilà. Donc, pour moi, la responsabilité ne compte pas aux producteurs, encore moins à nous autres transformateurs, mais c'est une réalité nationale. Donc, si on veut s'y mettre, on va y arriver. On vient de voir la production de riz. Vous nous avez évoqué tout le réseau que vous avez dû organiser en termes de coopératives, de producteurs pour arriver là. Oui. Donc, vous arrivez ici à conditionner. En tout cas à transformer. Qu'en est-il de la prochaine étape, le conditionnement?
Oui, le conditionnement, effectivement, quand le riz est bon, voici comment il est mis en sac. Donc c'est la marque de riz Boigny. Le riz Boigny, Voilà, oui. riz Boigny, donc c'est notre marque de riz. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, normalement, quand le riz sort de la machine, quand toutes les étapes au niveau de la production et du post-récolte ont été bien suivies, on s'en sort avec un produit qui est vraiment prêt à consommer. Donc, directement, nous le conditionnons dans ces emballages-là. Ok. Voilà. Et en certains moments, justement, le riz peut ne pas être tout à fait propre. Quelques impuretés. Donc, dans ces conditions, on va aller à une autre étape qui est le tri. Mais jusqu'ici, en fait, pour le moment, le tri est manuel. Par exemple, imaginez que nous nous engageons à faire du tri avec une machine mécanisée. Il y a des trieuses optiques qui existent, mais la trieuse seule est dans l'ordre de 25 à 30 millions. Mais c'est bon, imaginez que tout de suite j'achète une trieuse dans ce toit de prix. Comment est-ce que j'amortis? Mais le riz de 700 francs, on va le vendre à 800, 900 francs. Donc ça, c'est pas moi. C'est la réalité en fait. Donc voici un peu ce que je peux dire. Le défi. Voilà, Et au niveau de la distribution, bien sûr, le réseau de distribution, comment est-ce qu'il est organisé? Le réseau de distribution, effectivement, comme on le dit, ici à Yamoussoukro, on a des consommateurs directs, même en dehors de Yamoussoukro. Qui vous connaissent, qui passent la commande à vous. Voilà, qui passent directement la commande et ils viennent récupérer le riz ou bien dans un endroit en ville. Voilà, ils prennent le riz et puis voilà. Vous les vendez direct. Voilà, donc on fait de la vente directe. Mais jusqu'à présent, la vente directe représente à peu près entre 20 et 25% mensuel, hein, entre 20 et 25% de notre chiffre d'affaires. On peut vouloir l'accroître, mais ça suppose justement qu'il faut avoir beaucoup de fonds de roulement. Parce que la vente en gros va être un élément aussi essentiel. Voilà, parce que c'est grâce à la vente en gros qu'on peut mobiliser rapidement de gros montants pour faire face à nos engagements vis-à-vis des producteurs aussi, ainsi que des fournisseurs. Merci bien, M. Nangui, pour cet échange. Je pense que vous avez été assez généreux. Vous nous avez évoqué votre parcours, les défis que vous rencontrez au quotidien, mais surtout le plaisir que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur. Vous avez voulu partager avec nos entrepreneurs, ceux qui nous suivent, les secrets de votre réussite. Et donc, on ne peut que vous souhaiter en tout cas toutes les meilleures chances possibles du monde. Merci. Et puis vous dites Côte d'Ivoire PME sera à vos côtés. Avec Côte d'Ivoire PME, l'ensemble des structures étatiques. Parce qu'on n'a pas la prétention de pouvoir résoudre toutes les difficultés des entreprises. Mais notre promesse, c'est qu'on sera à votre côté et faire en sorte que demain, Agrim SRL puisse continuer à grandir, être un fleuron national et pourquoi pas, comme vous l'avez dit, être déjà un champion national, mais que les champions nationaux puissent beaucoup plus grandir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Côte d'Ivoire PME, accompagner l'audace et l'ambition de nos entrepreneurs.